évidemment peur sur le monde. Notre premier message, on a voulu vraiment les donner aux Français juifs, et on est avec d'ailleurs Ben Rosenbaum avant de parler de l'actualité effectivement dite. Vous attendez, hein? Notre premier message, nous avons d'abord voulu le donner aux Français juifs, comme s'il n'y a pas de Français iraniens. Et on rappelle que c'est l'Iran qui subit une attaque. Mais ici, il n'y a pas de place pour les Français juifs. Enfin, il n'y a pas de place pour les Français iraniens. Il y a d'abord de la place pour les Français juifs, la priorité. Ceux qui subissent l'attaque, des civils qui n'ont rien demandé, eux, on les compte pas, mais par contre, les civils des gens là où on riposte, c'est eux la priorité. Diplomatique, politique, militaire. Je vous ai écouté hier soir. Bonjour, Monsieur Rosenbaum. Bonjour. Je vous ai écouté hier soir et j'étais évidemment très touché et on a voulu commencer l'émission avec vous parce que vous êtes à Tel Aviv. Et ce que vous avez dit de plus fort, me semble-t-il, hier. Bah oui. Les autres, ça te touche pas. Ce qui te touche, c'est que c'est qu'un Israélien qui est à Tel Aviv a dit. Et surtout, regardez le ridicule de ce qu'il a touché. Regardez. Si vous avez dit, pour la première fois, j'ai peur. C'est-à-dire que nous sommes habitués, vous êtes habitués, les Français juifs, les Israéliens sont habitués, mais ils ont quand même... Nous sommes habitués. Vous êtes habitués. Les Français juifs sont habitués. Les autres ne sont pas habitués par toute l'horreur que fait Israël. Mais par contre, les soucis des Israéliens et des Français juifs, ça c'est le plus important. Et après ça, venez me dire que ce monsieur, il n'a pas un parti pris ou que ce monsieur ferait du journalisme. Même le sentiment là qu'il y a autre chose qui se passe. Alors comment allez-vous d'abord et comment avez-vous passé la nuit ensuite? Bonsoir, merci de me donner la parole. Écoutez, comment on va? On a toujours beaucoup d'espoir parce que s'il y a quelque chose de particulier avec Israël en général. J'ai l'impression que j'ai même pas envie d'écouter le témoignage de ce monsieur, non pas parce que ça m'intéresse pas, mais parce que c'est emmené par Pascal Praud. On en est arrivé là. Et je suis obligé je pense même que je vais m'arrêter là, parce que je ne vois pas qu'est-ce qui va sortir de l'intervention de ce monsieur, de pertinent, à part de dire que maintenant, eux, ils ont peur. Ils ont peur pourquoi? C'est leur pays qui est parti déclencher ça, comme on vient d'attendre le ministre des Affaires iranien. C'est leur pays qui est parti et provoquer ça. Donc maintenant, de quoi ont-ils peur? Et surtout, s'ils ont peur, pourquoi ils ne vont pas s'en prendre au premier responsable de tout ça? Qui est leur premier ministre que eux-mêmes, ils ont élu? Et attendez, faut que voilà. Quand lui va parler, je vais être obligé de mettre cet écran. Ouais, c'est que malgré les horreurs qui nous arrivent, si on n'est pas attaché à l'espoir, on ne tient pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, écoutez, on attend avec impatience la fin de tout ça, même si on la voit pas arriver tout de suite. Comment vous dire, c'est terrible parce que d'un côté, on sait qu'on va s'en sortir. La question. Ben oui, vous savez que vous allez vous en sortir. Vous êtes protégés. Vous êtes officiellement protégés par les Américains. Les autres, ils sont protégés par qui? Vous savez que vous allez vous en sortir. Si jamais vous devez décliner au niveau militaire ou quoi que ce soit, il y aura des gens pour vous protéger. Mais de l'autre côté, ils ont quelle protection contre la folie de votre Premier ministre? est de savoir à quel prix.
Le prix, on l'a déjà payé plusieurs fois et ça n'a pas commencé le 7 octobre. Ça fait des décennies bien avant que moi j'arrive sur place, et bien avant que des générations de juifs français arrivent sur place également pour apporter leur pierre à l'édifice. Bon. À partir de là, vous comprenez que voilà, il y a pas grand-chose à tirer du témoignage de ce monsieur. Apparemment, eux, ils ont déjà payé le prix. C'est pas les autres qui ont subi la Nakba, qui ont subi tout ça, qui ont payé le prix. C'est toujours eux les victimes. Ils sont venus là, ils causent tout ça, ils attaquent les gens, mais c'est eux qui payent le prix. Et moi, j'aurais voulu, je sais pas, en ce moment, comme vous voyez, le changement d'écran et tout ça, c'est un peu difficile. Et donc, on va arrêter déjà ça. Laissez-moi une minute. Mais encore une fois, voilà, c'est des nuits à avoir peur. C'est savoir quel sera le prix qu'on aura à payer, quand on va aller dormir, quoi. Voilà, encore une fois, il y a eu une alarme cette nuit. Mais franchement, autant on peut comprendre qu'il n'ait jamais vécu ça, mais autant nous, à cause de tout ce que nous avons été exposés depuis des semaines et voire plus d'un an, franchement, qu'est-ce que tu t'en fous qu'un mec à Tel Aviv qui dort sur son lit dit qu'il va dormir avec la peur, quand tu sais que les enfants palestiniens, eux, dorment dehors sur des gravats sans avoir l'assurance de pouvoir se réveiller parce qu'on sait que l'armée israélienne bombarde des immeubles entiers de familles. Ils les font disparaître en une nuit. Qu'est-ce que tu veux être touché par le fait que lui, il ait peur? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Franchement, qu'est-ce que ça te fout? Que celui qui me dit qu'il ressent de la sympathie par rapport au témoignage de ce monsieur, franchement, moi, je veux le voir. Qui est donc ce monsieur? Qui est donc le monsieur qui ressent de la sympathie par rapport à ce qu'est en train de dire ce monsieur israélien? Quand on sait ce que son armée ou leur armée à eux fait aux autres. On sait que voilà, il y a encore eu des morts, donc c'est catastrophique, quoi. Bon, je salue tout. Il a dit c'est catastrophique. On n'a même pas compté 50 morts dans les bombardements iraniens. On est déjà à plus de 100 morts dans les bombardements israéliens. Mais ici, on vient nous donner la parole pour qu'eux encore se victimisent. Sans honte, tranquille. Tous ceux qui m'envoient des textos depuis 9h02, Isidore Aragonès, qui a été président du CRIF à Marseille et qui me dit vraiment vous nous faites chaud au cœur. Jeanne Assouli, qui est la fille d'Avi Assouli, qui nous écoute et on pense chaque jour à Avi, bien sûr, qui est décédé il y a quelques jours. Alexandre Arcadi, qui nous écoute, Robert Sebag, qui nous écoute également, qui était venu ici pendant le Covid. Et je vois vraiment combien les Français juifs sont touchés, bien évidemment, comme nous tous, par ce qui se passe. Ben oui, mais les Français iraniens, eux ne sont pas touchés. Eux n'ont pas peur. Eux n'ont pas peur pour leur famille. Il n'y a que le sentiment, la peur, l'angoisse des Français israéliens qui comptent. J'espère que vous, les autres Français, ou même les Français de souche, comme vous vous appelez, vous réalisez qu'est-ce que sont devenus les médias français. La souffrance des Français israéliens compte plus que la souffrance de tous les autres Français. Et encore pire, les autres Français du pays attaqués par Israël.
se passe. Mais Monsieur Rosenbaum, votre témoignage nous intéresse parce que vous appartenez donc à cette génération, si j'ai bien compris, qui a fait son alia, c'est-à-dire qui a quitté la France précisément parce que vous vous sentiez pas forcément en sécurité en France. Et vous êtes Ah Seigneur, on va pleurer. Un Français israélien qui a décidé de quitter la France parce qu'il ne se sentait pas en sécurité en France. Est-ce que vous vous rendez compte? Les Français noirs, les Français musulmans, les Français de pays du Maghreb, qui eux sentent la discrimination tous les jours, au quotidien, voient le climat s'aggraver. Et attendez, pour vous montrer à quel point les autres Français vivent pire que ce que soi-disant Pascal Praud veut essayer de nous montrer ici. J'ai vu ça la dernière fois, j'ai été choqué. On en est là maintenant pour les autres Français. Écoutez, regardez ce que les autres Français vivent et maintenant dites-moi qu'il n'y a pas un problème. J'espère que je ne l'ai pas perdu, franchement. Non, c'est pas ça. C'est pas de Bev. Bon. Je suis sûr que je peux le retrouver puisque c'était Mazdag. Ok. Écoutez et surtout regardez. Parce que quand on vous dit que ces gens-là, ces médias-là s'en foutent de vous les Français et qu'ils sont soumis, ils sont vendus, vous ne comprenez pas. Écoutez ce qu'elle va dire ici. On est en train de se plaindre des franco-israéliens qui rentrent chez eux parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité et ils sont opprimés en France. Écoutez ce qu'on fait aux autres. Alerter entre autres. Cette histoire est incroyable et doit alerter entre autres tous ceux qui ont la double nationalité. Imaginez, vous êtes français depuis plus de 25 ans. Vous avez aussi la nationalité algérienne. Vous avez travaillé en France, fondé une famille en France, élevé vos enfants en France et donc en quelque sorte vous avez contribué à la société française. Et du jour au lendemain, sans raison démontrée, l'administration française décide de vous retirer votre nationalité française et vos papiers français avec une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour en France pendant 1 an. C'est ce qui est arrivé à cette mère de famille franco-algérienne de 58 ans le 2 juin dernier au contrôle de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Cette affaire a été rapportée par Le Monde et relayée par son avocat maître Sami Djemaoun qui dénonce une grave injustice. Je vous raconte tout ça. Cette mère de famille vit en France depuis 1993. Elle a obtenu la nationalité française en 1997. Elle y a construit toute sa vie. Un mari français, des enfants français, un emploi stable. Elle voyageait aussi régulièrement entre la France et l'Algérie où sa famille est restée. Mais le 2 juin dernier, alors qu'elle se rendait à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour voyager en Algérie, la police aux frontières lui retire tous ses papiers français, carte d'identité française, passeport français, et on lui annonce « Vous n'êtes plus française, madame ». Elle s'est vue notifier une OQTF assortie d'une interdiction de retour d'1 an. Et contrairement aux règles habituelles, d'après son avocat, la mère de famille n'a pas bénéficié du délai légal de 30 jours pour partir, mais seulement de 48 heures. Mais le plus intéressant maintenant, c'est quels sont les motifs invoqués par l'administration pour retirer la nationalité française à cette mère de famille. Eh bien, il y en a 2. Le premier, c'est que la préfecture estime que cette mère de famille ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France. Mais ce motif est contredit par des éléments factuels rapportés par son avocat
certificat, une résidence continuelle en France depuis plus de 30 ans, des documents, passeport français, carte d'identité française renouvelée plusieurs fois et une vie familiale, professionnelle et sociale entièrement ancrée en France. Le deuxième motif, c'est une erreur administrative qui remonte à 2001, portant sur une irrégularité sur l'état civil de sa mère. Je n'ai pas plus d'informations là-dessus, mais ce qui est le plus troublant, c'est que pendant 24 ans, aucune mesure n'a été prise. L'État l'a toujours considérée comme française de plein droit jusqu'au 2 juin 2025. Son avocat souligne que l'administration française a effacé l'identité française de sa cliente en quelques heures sans base juridique solide. Il affirme que l'OQTF est totalement illégal, il dénonce une violence d'État et l'effondrement de l'État de droit et une décision politiquement motivée. Bref, en tout cas, ce cas illustre bien la brutalité administrative de nos jours et la fragilité du statut de certains binationaux. Abonne-toi. Voilà. Voilà la réalité que d'autres Français vivent. Mais eux, on n'en parle pas. Ça fait l'objet de quelques lignes dans Le Monde. On n'en parle pas. Ça, c'est pas grave. Parce que c'est des Français pas du bon côté, pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le Français qui a probablement le plus d'opportunités d'avoir un emploi stable, d'avoir un appartement dans le quartier qu'il veut, qui a le bon teint, qui décide que lui, il se sent trop mal en France et décide de rentrer dans son pays d'origine. Et son pays d'origine va attaquer un autre pays dont eux aussi ont des ressortissants en France, mais ceux-là, les ressortissants là, eux, c'est pas grave. Ce qui nous intéresse, c'est que lui, il ait peur de dormir. Quand on sait que son pays à lui bombarde des enfants, des familles, tout le monde pendant la nuit, pendant qu'ils dorment, et même utilise des munitions qui les brûlent vifs. Mais vous avez Pascal Praud qui vient vous dire ce qui nous intéresse, c'est les témoignages et la peur. Vous avez quand même quitté la France parce que vous étiez en insécurité ici et vous recherchez la sécurité en Israël. En Israël aujourd'hui. Et quelqu'un me disait ce week-end, je me sens plus en sécurité sous les bombes à Tel Aviv que parfois à Paris, à Sarcelles ou en Seine-Saint-Denis. Oh le mytho! Mais écoutez-moi les choses que dit ce fou de Pascal Praud. Vous connaissez combien de gens de cette communauté qui traînent à Seine-Saint-Denis ou à Sarcelles? Quoique à Sarcelles, on sait qu'il y a une communauté israélienne aux juifs qui vivent là-bas, parce que je crois qu'il y a un quartier ou un truc résidentiel là-bas où ils sont nombreux. Mais pour avoir déjà moi-même traîné à Sarcelles, je ne sais pas, peut-être que depuis ce qui se passe à Gaza, les choses ont changé, mais ils n'ont jamais été considérés comme une cible. Et maintenant, venir à la télévision dire que oui, il y a des mecs qui nous disent qu'ils sont plus en sécurité là-bas sous les bombes qu'ici, franchement, avoir le culot de sortir ça, non mais... Là, c'est bon. Je crois qu'on va s'arrêter là. Déjà, quand j'avais vu le début de ce truc, ça m'avait énervé. Mais attendre ça, placer cette bêtise au milieu de tout ça, cette indécence. Non, là, franchement, ça me dépasse. Oh, j'arrête là. Incroyable. Non, même lui-même, il ne se pose pas la question, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de déconner. Ça veut dire que tu connais le danger, toi? Rien que déjà en France, quand tu as été là où on a tiré en l'air, toi-même déjà tu cours. Surtout si c'est dans un cafouillage ou quoi que ce soit, on tire en l'air. Toi-même tu cours déjà, tu ne réfléchis même plus. Et vous avez quelqu'un qui vous dit, cette personne est où? Pour vous dire, moi je me sens plus en sécurité sous les bombes qui pleuvent qu'à Sarcelles ou un truc. Quoi? Lui là, il répète ça, ça se trouve, franchement je vais dire les mots pour les mots. Lui là, il est en train de répéter ça parce que c'est une baltringue. Pascal Praud, il répète ça parce que c'est une baltringue. Lui-même, il n'a jamais vécu une situation où sa vie
est en jeu. On n'a jamais pointé un couteau devant lui. Il ne s'est jamais retrouvé dans une bataille où il y a 20 personnes contre 20 personnes, ou alors dans une mêlade où vous êtes 6 contre 20. Il ne s'est jamais retrouvé dans des positions comme ça où tu sens l'adrénaline commencer à monter et tu te sens que voilà, ton sens de l'envie de vivre commence à se décupler. Lui, il répète des bêtises comme ça parce que, comme on le dit, il est là assis sur son plateau, il n'a jamais vécu des situations comme ça. Des situations de tension où tu ne sais pas si, même pas tu vas mourir, hein, mais si tu ne vas pas te faire rouer des coups de coups et où tu sens que voilà, il y a quelque chose qui se passe, tes poils ils sont hérissés, tu sens que voilà, le premier chose qui va passer, tu vas décoller une patate pour essayer de te sauver. Et tu es là. Excusez-moi, tu es là, il y a une baltringue qui vient de te dire mais oui, mais nous, on se sent mieux sous les bombes. Lui-même, il n'a jamais été sous les bombes. S'il se sent mieux sous les bombes, c'est qu'il imagine c'est quoi être sous les bombes. S'il se sent mieux sous les bombes qu'en sécurité à Paris ou à Sarcelles ou à Saint-Denis, c'est qu'ils ne savent pas c'est quoi être sous les bombes. C'est que même ils n'ont jamais été sous les bombes. Moi, en 97, j'étais là. Quand la prise de Kinshasa par les Rwandais ou par Kabila Père, même s'il n'y avait pas d'artillerie, même si ces gens-là ne s'en prenaient pas aux populations, tu sentais la tension. Tu sentais que c'est différent de quand il y a des tapes entre jeunes ou quand il y a des animosités entre jeunes. C'est là qu'on touche à des choses qui m'énervent. C'est là que tu vois ces gens-là, on devrait les empêcher de parler. Pascal parle des choses qu'il ne comprend pas et c'est pour cela qu'il ne peut pas contester les bêtises que ces gens-là viennent lui raconter. Tu as déjà eu ta vie en jeu pour imaginer c'est quoi pour de dire que je suis en sécurité ou je me sens si en sécurité là où je peux imaginer qu'une bombe peut tomber. Ah bon? Quand tu tires juste un coup de feu dans une salle où tu es, tu vas voir si tu vas te sentir en sécurité. Des baltringues comme ça là, qui viennent raconter n'importe quoi.